Simplement, je crois qu'il n'y a qu'une seule question qui se pose à nous, en fait. C'est la conscience que nous avons de la construction, de l'actuelle construction de l'Union européenne. Est-ce que cette construction est réformable? Est-ce qu'elle nous tue? Ou est-ce qu'on peut l'amender? Si vous répondez que cette Union européenne est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour mettre en place un laboratoire de l'ordre global qui vise à tuer la communauté nationale, la République, à tuer tous nos acquis sociaux, à démanteler le programme du Conseil national de la résistance, si vous pensez que l'Union européenne est là pour faire le plus grand mal à la communauté nationale, au nôtre, à ce moment-là, tout naturellement, vous vous glissez vers le refus total de ce système. Le refus total de ce système, ce n'est pas participer, à quel que soit le vote, quel que soit le candidat, quels que soient les arguments, c'est le rejet total et le combat total. Le combat total, c'est le boycott. C'est aussi simple que ça. Donc il y a la question fondamentale. Quelle perception avez-vous du mécanisme de l'Union européenne aujourd'hui? C'est tout. C'est la seule question. Merci. Je voulais revenir justement sur les 2 ou 3 personnes qui ont parlé dernièrement. Moi, je fais partie du CDR-EU 06. Une région qui est quand même pas très facile, et Dieu sait que je pense qu'on a eu beaucoup de personnes qui se sont senties militants et qui nous ont rejoints dans le CDR 06. En discutant avec les personnes, comme le disait Daniel, effectivement, du premier abord, les gens en ont marre qu'on les manipule, et surtout, on les manipule en tout, dans leur quotidien, dans leur pouvoir d'achat, etc. Et quand on les interpelle avec des tracts, parce qu'effectivement il faut y aller, hein, il faut les voir sur les marchés, etc., ils sont interpellés et ils s'arrêtent. Et la première des choses qu'ils disent, effectivement je ne vais pas voter. De toute façon, qu'est-ce que vous amenez en plus? Et moi je leur dis, ce que j'amène en plus, c'est qu'à partir du 25, ce n'est pas une fin en soi, c'est un début. C'est un début pour quelque chose de nouveau. Voilà, c'est tout. Ouais. Bravo. Alors, je voulais rebondir juste sur une remarque. Lorsqu'il y a eu la victoire du non en 2005, c'est pas si long que ça quand même, en 2005, on s'était aperçu qu'il y avait un vote de classe complètement visible, en fait. La classe ouvrière, les employés avaient voté non, et la bourgeoisie, la petite bourgeoisie avait voté non. Et c'était en fait la première fois qu'un vote de classe s'exprimait. Déjà à peu près la même chose s'était exprimée, mais moins fortement à l'époque du référendum de Maastricht. Et effectivement, l'Europe est ressentie instinctivement et même intellectuellement comme un adversaire de classe par tous ceux qui se trouvent, tous les plus exploités, tous ceux qui sont dans les situations les plus difficiles dans notre pays. Et c'est pour ça que je pense que c'est le devoir des communistes de se ranger dans ce choix. Sur la question du fait que le boycott ne fasse pas, ou l'abstention, le boycott ne fasse pas partie de la tradition politique de gauche ou des communistes en particulier. En particulier, c'est ça qui va toujours distinguer les communistes d'anarchistes, les frères ennemis anarchistes et communistes. Ben, en fait, le problème, c'est que quand on vote, effectivement, par exemple, à une élection municipale, on reconnaît qu'on a un petit quelque chose en commun avec tous les autres qui votent aussi. Donc en fait, on n'est pas totalement étranger au corps humain, politique de cette commune où on vote. Et effectivement, quand on va croiser le boulanger UMP ou l'infirmière chrétienne démocrate, on va lui dire poliment bonjour, parce qu'on fait quand même partie de la même commune, de la même espèce. Et il y a quelque chose de... Il y a un minimum de communauté qu'on reconnaît dans la participation à un vote. Par contre, il n'y a strictement aucune communauté politique à laquelle participer qui s'appellerait l'Europe. L'Europe, c'est qu'un conglomérat de multinationales. Et il n'y a strictement rien d'humain là-dedans. Donc ça ne mérite qu'une réaction de rejet et de colère. Le boycott, l'abstention, c'est effectivement un acte dans le langage civique qui n'est pas poli, qui n'est pas courtois, qui est agressif, mais c'est une agressivité qui est, à mon avis, saine. C'est-à-dire que c'est le rejet d'une sorte de communauté forcée dans laquelle on veut nous engager. Lorsque je vote pour une élection nationale française, je reconnais une certaine légitimité à la France, c'est très bien. Et lorsque je vote aux élections municipales, je reconnais à la collectivité locale la plus proche
une existence, une légitimité aussi, ce que les anarchistes ont toujours refusé par contre. Mais pour ce qui est de l'Union européenne, là il ne s'agit plus du tout de la même chose. Il s'agit pour nous d'une sorte d'allégeance à une construction artificielle et mensongère. Et donc il faut lui dire merde, et lui dire merde, c'est boycotter. Voilà. Très rapidement, 3 choses. Premièrement, l'intervention de madame qui me semble extrêmement intéressante sur son expérience dans l'Est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le boycott, c'est pas, contrairement à ce que l'on veut nous dire, se ranger dans le camp de ceux qui ne veulent pas bouger et qui s'en foutent, c'est au contraire rejoindre la conscience. Ça, c'est important. Ça, c'est le premier élément. Parce que c'est le meilleur démenti qu'on puisse faire à l'ensemble des arguments qui voudraient dire, en réalité, si vous vous intéressez, votez. Si vous n'y allez pas, c'est que vous en foutez pas du tout. Ne pas y aller, c'est conscient. Ces gens, ils sont conscients, ils savent pourquoi ils n'y vont pas, et nous, on les rejoint dans la bataille que l'on mène. Ça, c'est le premier élément, ça me semble fondamental. Deuxième élément, après le 25, il y aura autre chose. Peut-être. Mais avant le 25, il faudrait qu'il y ait aussi. Je suis désolé, la question que j'ai posée dans mon intervention en papier reste entière. Quels moyens politiques on se donne les uns et les autres, est-il possible de s'en donner pour mettre en échec, avant le 25, c'est le même mouvement que la bataille pour le boycott, la politique européenne de Valls, le pacte de responsabilité par exemple. C'est une nécessité de le faire, et cette bataille, c'est pas après le 25, c'est théoriquement maintenant qu'elle devrait être menée par l'ensemble des forces conscientes qui comprennent que c'est sur le terrain social qu'il y a des plongements, des interactions avec le terrain électoral. Le troisième élément, et j'en termine, c'est sur la question que pose monsieur. Sur, après tout, est-ce que ça ne veut pas dire aussi boycotter les législatives et autres? Moi, je vois une différence de fond qui est la suivante. Quels que soient les élus au Parlement européen, leur pouvoir est nul. C'est une caution des décisions prises ailleurs. Vous me direz, en France, nos députés à 90% transcrivent les lois européennes. Vrai? Mais dites-moi, c'est parce qu'ils le veulent bien. Aujourd'hui, les députés auraient le pouvoir de dire « je ne veux pas transcrire parce que mon rôle, c'est d'être responsable devant les citoyens et pas devant les institutions européennes. » Et ça, ils ne le font pas. Donc le problème, ce n'est pas une institution en France qu'il faudrait rejeter parce qu'elle ne permet pas de s'exprimer, c'est les députés que nous avons qui ont une politique qui est une politique de soumission. Donc moi, je suis pour voter à l'Assemblée nationale, je suis pour voter au municipal, tout en comprenant d'ailleurs que lorsqu'il y a une abstention massive dans ces élections-là, c'est pas à nouveau, comme le disait madame tout à l'heure pour l'Est, c'est pas à nouveau un désintérêt, c'est un rejet politique du consensus et du système qui s'impose à nous. Oui, ça a été dit par beaucoup, effectivement, l'Union européenne, c'est fait pour les marchés financiers, etc. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut répondre à un appel d'offres parce que européens, avec des listes, où il y en a, ils viennent de décider, malgré que ce soit contre l'Europe, de faire 1%, 0,5, 0,2. D'autres vont faire 2, on connaît bien ça, nous, des fois, hein, les petits scores, etc. D'autres vont faire 16, 18, ça va intéresser personne le soir de l'élection. Par contre, ce qui va intéresser, c'est l'abstention. Alors, je dis ça parce qu'on a eu un débat à la commission exécutive de mon syndicat CGT, comme quoi des fois on fait un peu de politique. Parce que je le disais, on avait un problème où on a des élections professionnelles le 20 mai, où je leur expliquais que là, il fallait voter, et que le 25, là, il fallait boycotter. Donc, les copains, effectivement, se sont posés des questions. Le vote blanc, bon, je leur ai expliqué que c'est bizarre, subitement, nos parlementaires ont balancé, on a droit au vote blanc maintenant. Ça fait 50 ans qu'on le demande pour certains. Bon, puis ça arrive maintenant. On voit tout de suite le truc. Et là où je les ai convaincus, c'est, je leur ai dit, bon les gars, est-ce que vous avez enfin, pour votre vie, est-ce que vous avez enfin envie d'être majoritaire? À 60, un peu comme disait Jacques tout à l'heure. Est-ce qu'on a envie que la souveraineté populaire soit majoritaire? Voilà, c'est des questions comme ça, parce que tout naturellement, c'est vrai que les questions se posent. Le fait de... Bon, ils sont habitués à voter, surtout qu'ils sortent des municipales. Il a fallu que j'attende qu'ils aient fini de s'amuser avec leur municipal pour qu'on puisse parler des questions européennes.
Donc, c'est ces questions-là qui sont en jeu, parce que, on peut faire un rêve, comme disait l'autre, si on annonce le soir des élections abstention 60%, je ne sais pas, je ne sais pas où on en est, ça a une autre gueule qu'une liste qui a décidé finalement d'aller à l'élection pour faire 0,5%. Oui. C'est tout pour moi. Oui, moi je voulais dire aussi que la plupart des camarades présents ont répondu sur les aspects institutionnels, je n'ajouterai rien là-dessus. Je reprends sur un point très politique. Il me semble que depuis un certain nombre d'années, nous tous qui sommes des militants ici, soit politiques, soit syndicaux, nous sommes sur la défensive et nous perdons. Nous n'arrêtons pas de défendre et nous n'arrêtons pas de perdre. Les deux choses, d'ailleurs, marchent souvent ensemble. Et la question est donc de savoir si on veut un peu gagner, comment faire pour passer à l'offensive. Et il n'y a pas tous les jours des moyens qui sont fournis par l'adversaire lui-même pour passer à l'offensive. Pendant longtemps, les élections européennes ont été un moyen, effectivement, d'aspirer les forces de gauche vers l'Europe. Quand j'étais membre du Parti communiste, je me rappelle qu'il y a eu ici un glissement dramatique, puisque dans les années 70, le Parti communiste refusait l'élection au suffrage universel du Parlement européen, parce qu'elle était attentatoire par elle-même à la souveraineté de la nation. Et c'est, disons, vers la fin des années 70 qu'il a accepté ce principe. Et par la suite, effectivement, il a glissé vers ce qu'on a appelé l'eurocommunisme, où il y a eu de plus en plus d'euros et de moins en moins de communisme, si l'on peut dire. Donc, je me dis que peut-être on pourrait fonctionner un peu en sens inverse, et essayer de prendre les choses de façon offensive. Un auteur qui n'a pas été cité tout à l'heure, mais pourquoi ne le citerais-je pas avec tous ceux qui ont été cités, et qui s'appelait Lénine, disait qu'une chaîne vaut ce que vaut son maillon le plus faible. Et c'est d'ailleurs sur cette idée-là qu'a été organisée, au fond, la révolution d'octobre. Et bien là, on est le maillon faible de l'ennemi, le maillon faible de l'oligarchie capitaliste. Il est justement dans le refus, qui est aujourd'hui majoritaire non seulement en France, mais dans la plupart des pays européens, du système européen, de la dictature européenne. Et il est dans le refus de classe et de masse. De classe, parce que effectivement les chiffres sont parlants. Pour la Constitution européenne, c'était 72% des ouvriers qui ont voté contre. Soit au passage, à remarquer que c'est aussi les 18-25 ans qui étaient le plus opposés à ce genre de choses, quand on nous dit que c'est ringard. Hein. Et finalement, pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure sur Hayange et sur la métallurgie lorraine, la sidérurgie lorraine, ce n'est pas un hasard complet que ce soit la classe ouvrière qui soit la plus consciente. Et là, il faut se tourner vers les militants de la petite gauche ou de la gauche de gauche qui se lamentent toute la journée en disant les gens ne comprennent rien, les gens sont bêtes, hein, et qui se posent un petit peu comme étant toujours devant, mais pas compris en réalité, comme les grands esprits ne sont pas rencontrés par les masses. Et si c'était vous qui retardiez, messieurs, et si c'était vous qui étiez à l'arrière-garde en réalité, qui vous traîniez finalement sous le nom d'Europe sociale, d'Euro au service des peuples, derrière le système, alors qu'une grande partie des gens ont déjà compris, contrairement à vous. Et par conséquent, ici, la véritable question, je rejoins sur ce que vient de dire Anna il y a 2 minutes, c'est effectivement, en rebondissant sur le boycott, de rendre une perspective politique, de la construire sur un acte de rupture, où on dit véritablement le mot de 5 lettres, comme l'a dit aussi Jules Castillo tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement en boycottant de préparer la naissance en France de ce qui germe dans ce pays, c'est-à-dire un nouveau Conseil national de la résistance, sortant notre pays de l'UE, de l'euro, de l'OTAN, pour aller vers effectivement un socialisme de notre époque, pour construire une véritable république sociale, souveraine, et finalement, au fond, pour rendre à notre peuple l'espoir et la dignité. Concernant la généralisation du boycott à toutes les élections qui a été évoquée tout à l'heure, je ne crois pas qu'on puisse soutenir ce point de vue, parce que la participation à une élection repose sur deux principes. Le premier principe, on va participer à une élection si elle est honnête, et donc on la boycotte si elle n'est pas honnête. Ça n'est pas le cas en France. Les élections sont organisées convenablement. Il n'y a pas de fraude. Il peut y avoir des fraudes ici ou là, mais il n'y a pas de fraude institutionnelle.
La deuxième raison qui fait qu'une élection est juste ou non, c'est l'effet de l'élection. C'est-à-dire, est-ce que le résultat de l'élection aura ou non une influence sur les institutions? Autrement dit, est-ce que les dominés, est-ce que le peuple, par son vote, pourra peser et intervenir dans les institutions pour changer les règles du jeu? À cette question, on peut répondre oui, sans problème, pour les élections municipales, pour les élections cantonales, pour les élections européennes, pour les élections régionales, mais région, Europe, c'est tout ça, ça se mélange maintenant, hein. Et puis pour les élections législatives. À titre personnel, je pense qu'il faut boycotter également l'élection présidentielle, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans le piège du tripartisme. Il faut bien comprendre la situation nouvelle dans laquelle nous sommes. Le tripartisme, c'est quoi? C'est la fabrication, d'abord par le Parti socialiste, par la gauche, du Front National. Le Front National est une fabrication du Parti socialiste, avec l'accord de l'UMP, et disons-le aussi du Parti communiste. Malgré les dénégations, quel est l'intérêt de faire monter? On le voit aujourd'hui, tout est fait pour faire monter le Front National. On lui donne la place des sondages sans arrêt. Le dernier sondage nous montre que Hollande serait balayé en 2016 au premier tour, et que au second tour, ce serait en 2016, en 2017, pardon, et que donc, on voit la conclusion de cette logique. À gauche comme à droite, l'UMP avec l'UDI et le PS avec le Front de gauche vont obliger leurs satellites à ne pas présenter de candidats, pour qu'il n'y ait que les deux champions à s'opposer pour être certains d'être présents au deuxième tour et empêcher Marine Le Pen, elle, d'y être. Ça veut dire quoi, ce système? Ça veut dire d'abord que Mélenchon, sa vie politique est désormais comptée. Mais ça veut dire aussi que le Front de gauche a une vie politique comptée. Parce qu'il va renoncer à présenter un candidat aux élections présidentielles. La direction du Parti communiste acceptera sans problème de ne pas présenter de candidat en échange d'un petit groupe parlementaire. Ça ne fait aucun doute. Et donc, le piège dans lequel nous serons, c'est que, au motif de voter utile, au motif de faire barrage au Front National, nous entrerons dans la politique du moins pire. Il faudra toujours voter pour le moins pire, définitivement, parce que ce système n'a plus de fin. Et donc, le boycott de l'élection présidentielle, de mon point de vue, c'est encore une fois un point de vue personnel, s'impose. Et il s'impose pour une deuxième raison, c'est que les institutions de la Ve République, aujourd'hui, doivent être balayées. Et l'élection au suffrage universel direct du président de la République est un des éléments du blocage politique qu'il faut balayer. Mais il faudra revaloriser l'élection législative. Boycott de la présidentielle, revalorisation de l'élection législative, qui est l'expression la plus achevée de la souveraineté populaire dans le cadre institutionnel actuel. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, le véritable pouvoir en France, il est encore au Parlement, il n'est pas à l'Élysée. Quand il y a eu les différentes cohabitations, on a vu clairement que celui qui avait le pouvoir, c'était le Premier ministre, ça n'était pas le président de la République. Donc, il y a
là, un débat que nous aurons sur ces questions-là. Moi, je termine sur un point, il reste 3 semaines. 3 semaines, une dynamique est en train d'apparaître. On le sent, on sent que ça frémit. On sent qu'on est entré en campagne. On était occupé par les municipales. On est occupé par les différentes diversions qui sont organisées un peu partout. Là, le débat commence à monter sur l'élection européenne. On sent un petit frémissement. C'est notre responsabilité de militants, les uns et les autres, partout où nous sommes, d'accélérer, de continuer, d'aller arracher chaque abstention militante pour le 25 mai. Parce que c'est ça qui va compter. Tel sera l'enjeu. Et telle sera pour nous la bataille pour montrer que ce qui a changé dans ce pays, c'est précisément le rejet de l'Union européenne et pas le rideau de fumée qu'on nous présente avec le Front National. Deux, trois petits mots pour terminer. Donc là, il faut passer aux actes. On a dit CNRU et la rue, c'est le 1er mai. C'est bientôt. Et donc les CDRU, les membres du CNRU, c'est dans la rue qu'ils doivent être le 1er mai. Parce que la bataille des travailleurs contre l'austérité, contre le plan Valls, le pacte de responsabilité, etc., évidemment, sont intimement liés à l'Union européenne. Eh bien, faisons signer l'appel au boycott dans la rue le 1er mai, distribuons les tracts et politisons la colère. Politisons la colère de ceux qui seront dans la rue le 1er mai, mais n'oublions pas ceux qui devraient être dans la rue et qui n'y viennent plus. Et c'est à ceux-là en particulier qu'il faut qu'on s'adresse pour, comme tu le disais tout à l'heure, pour la dignité, tout simplement. Et ensuite, ça c'est le premier rendez-vous, c'est le 1er mai. Le rendez-vous suivant, c'est le 9 mai, parce que le 9 mai, maintenant, on est abruti par une propagande annuelle absolument terrorisante, c'est la journée de l'Europe. Et il y a de la fête de l'Europe partout, et des affiches fête de l'Europe, et sont à l'œuvre d'ailleurs aujourd'hui avec nos deniers, les maisons de l'Europe, pour aller nous faire comprendre les bienfaits de l'Union européenne. Donc le 9 mai, les CDRU, et puis les organisations qui sont pour le boycott, eh bien, organisent un certain nombre d'initiatives pour contrecarrer cette propagande. Et puis, c'est aussi le 25 mai, toute la journée, évidemment, qu'il faudra être pour le boycott, mais surtout, il faut qu'on se réunisse le soir. Puisque finalement, on a mené une campagne. On aura mené une campagne, donc il n'y a pas de raison qu'on ne se réunisse pas pour les résultats. Et puis, ils ont des QG de campagne pour les résultats, ils vont compter leurs 0,5, 1, 1,2 et savoir quel est le premier ou le deuxième. Eh bien, nous, réunissons-nous dans des cafés, ouvrons les portes de ces cafés à tous ceux qui ont boycotté ou qui veulent venir s'y retrouver, parce que nous aussi, on va attendre les résultats de l'abstention. Et là-dessus, je voulais simplement vous le redire, c'est qu'il y a une multitude de sondages actuellement, il y en a quasiment tous les jours, hein, tous les 2 jours qui sortent sur l'élection européenne, et vous remarquerez que le taux d'abstention n'est jamais précisé, il n'est jamais indiqué, il n'est jamais rendu public. Même en se rendant sur les sites internet des instituts de sondage, on ne les voit pas ou ils sont extrêmement bien cachés. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, effectivement, de la boule de neige que cela va susciter. C'est-à-dire que certains sondages annoncent d'une manière à peu près cachée, enfin bien cachée, que l'abstention serait à peu près à 61-62 aujourd'hui en France, ce qui est déjà supérieur de 2 à 3 points par rapport à 2009, mais que c'est certainement en dessous de la vérité. Eh bien ça, il faut le faire savoir, parce que s'ils ne disent pas les sondeurs, c'est qu'ils veulent cacher cette réalité, et cette réalité, elle donne une place, elle donne une force à ceux qui sont sans voix aujourd'hui. Et puis le 29 mai, c'est le jour de l'Ascension, mais c'est aussi l'anniversaire du non
au traité constitutionnel européen, et puis ce sera le jour de la réunion des membres initiateurs du CNRU pour savoir comment ils continuent et comment, on espère, on va continuer cette résistance républicaine à l'Union européenne. Merci.